J'ai la chance de vous présenter aujourd'hui le château de Chatelus, qui est un château atypique, qui est de toutes les époques. Ça fait 28 générations que nous sommes là. La 30e génération est également là déjà, et donc l'avenir est assuré. Et ma famille a marqué toute la région, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce château, c'est l'architecture. Et parce que grâce à l'architecture, nous pouvons voir les époques dans lesquelles ont vécu mes ancêtres. Là, dans un premier temps, c'est la partie la plus ancienne, la partie médiévale, avec la tour qui est derrière cette muraille. La tour Saint-Jean, c'est la tour de justice, c'est là qu'il y a les cachots, les oubliettes et les prisons. C'était une tour dans laquelle on entrait encore tout à fait récemment, et aujourd'hui, elle se fissure un peu. Il faut que je fasse des gros travaux pour l'assurer avant qu'on puisse y retourner. L'architecture de ce château au Moyen-Âge, c'était d'abord cette tour. Aussi, il y avait ici un donjon en rectangle, entre les deux contreforts qui sont ici. Et puis, il y avait une tour énorme ici qui s'appelait le boulevard. Dans les forteresses très anciennes, le boulevard, c'était la première enceinte. Il ne fallait surtout pas que ça tombe. Et à 500 mètres du château, tout autour, il y avait une seconde enceinte qui n'existe plus aujourd'hui. Nous n'avons plus que 3 tourelles de la seconde enceinte. Il y en a 2 dans le parc. Et puis la troisième tourelle, elle est cachée derrière la maison qui a des volets blancs. Donc la tourelle n'est pas visible. Ça prouve l'importance des propriétaires, puisque c'était sur pas mal d'hectares que nous étions tout à fait sécurisés par les soldats. C'est simplement à l'époque de Louis IX que nous avons voulu agrandir le château, notamment pour y installer des soldats qui étaient mal logés. On a voulu faire une grande salle des gardes pour améliorer l'ordinaire de ces gens-là. Et on ira dans 5 minutes tout à l'heure. Et au-dessus, c'est 18e siècle, donc ça offre beaucoup moins d'intérêt. C'est aussi intéressant parce que nous voyons l'évolution de l'architecture à l'époque de Jeanne d'Arc, donc pour nous 1414 exactement, pour être très précis, ce n'est pas tout à fait l'époque de Jeanne d'Arc, mais presque. Nous avons créé ces 2 tours, le maréchal de Chatelus plutôt a créé ces 2 tours, et il a commencé à construire les 2 ailes qui sont en triangle parce que le château est construit sur un pic rocheux granitique. On ne fait pas ce qu'on veut sur le granit. Il y a 2 fossés, il y a 2 grands vallons, des énormes vallons qui descendent à 47 mètres sous nous et qui permettaient d'avoir une sécurité totale, et les personnes ne pouvaient prendre ce château. Et donc on a construit en triangle pour aller rejoindre une petite tourelle qui existait à l'époque et qui sécurisait la vallée de la Cure. Après la Révolution, quand nous sommes revenus d'exil, nous étions très proches du roi Louis XVIII, qui était le premier frère de Louis XVI. Après Louis XVI, il est devenu roi. Après la Révolution, après Napoléon, il est devenu roi. Et comme nous étions très proches et que nous étions militaires, Louis XVIII nous a demandé d'aller faire une guerre dans le nord de l'Espagne. Et nous avons trouvé, après avoir battu les Espagnols du côté de Pampelune, mon ancêtre est allé tout seul dans le sud pour visiter l'Alhambra, et il a vu une vasque qui lui plaisait. C'est une vasque originale, c'est un monolithe, c'est une seule pierre qui a été taillée dans la région d'après un dessin qu'on avait rapporté de cette Alhambra de l'Espagne. Et ça a été taillé dans la région, et aujourd'hui on a une vasque à l'endroit où il y avait le puits d'origine du château. Toute l'eau du château, c'est l'eau de nos sources. Le château n'est pas relié à l'eau de la ville, ni les maisons autour du château, c'est que l'eau de nos sources. Le parc est plus haut que le château, donc on aura toujours de l'eau sans problème. Et cette eau, on la boit, et on est toujours mort, très âgé, a priori elle est bonne. Nous sommes maintenant dans la salle des gardes, qui date de 1240, à l'époque de Louis IX. Et cette salle des gardes, malheureusement, n'a plus son volume d'origine parce que sous Louis XV, nous avons voulu une salle à manger. Vous savez qu'à l'époque de Louis XV, en France, il était de bon ton d'avoir une salle à manger. Avant Louis XV, l'habitude était de dresser les tables n'importe où, dans n'importe quel salon. Et donc, nous avons voulu, comme c'était la mode, faire une salle à manger particulière. Et donc, mon ancêtre a coupé la pièce en 2 en 1760. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le volume important que nous avions
au préalable pour la salle des gardes. Et donc nous ne pouvons plus présenter malheureusement l'ensemble de la série de tapisseries qui est importante. Il y a 10 tapisseries qui représentent la leçon d'équitation de Louis XIII. Nous avons l'ensemble de cette série, mais on ne présente que la moitié ici aujourd'hui. Elle représente la leçon d'équitation de Louis XIII. Elle a été faite par les Flandres, la manufacture des Flandres. Mais comme les Flandres n'avaient pas le temps de terminer, pour une fête qu'on voulait donner, les 2 qui sont ici ont été sous-traités aux Gobelins. Et aujourd'hui, nous avons 2 manufactures complètement différentes qui sont, on voit très bien la différence. Ça, c'est les Gobelins, donc Paris, et ça, c'est les Flandres, avec un beau ciel bleu, alors qu'à Paris, c'est beaucoup moins joli. C'était peut-être déjà à l'époque pollué, mais j'en sais rien. Malheureusement, cette série s'abîme à cause du poids. Là, vous voyez des déchirures. Il y a plusieurs spécialistes de restauration de tapisserie qui sont venus me voir et ils m'ont chaque fois dit que c'était pas grave, qu'ils savaient restaurer ce genre de choses et la seule chose qui les importait, c'est qu'il ne fallait pas mettre les tapisseries à la lumière directe. Heureusement, la position de la pièce ne permet pas à la lumière d'entrer au rayon du soleil et de la lune, d'entrer directement sur les tapisseries. Donc on a encore, sous 360 ans de poussière, nous avons encore les couleurs vives qui peuvent revenir. Et un jour, quand ça va être remis au mur, ça va être superbe. Mais j'ai très peur parce que ça va choquer dans la pièce. Enfin, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je ne les fais pas restaurer. Il y a d'autres raisons. Les personnages qui sont là, c'est des armures. Celle-là est très ancienne. Ce sont des armures qui ont été rapportées d'Italie quand on est revenu d'exil. Le château avait été vidé totalement pendant la Révolution. On n'avait plus rien, ni meubles, ni tableaux, ni tapisseries. Les tapisseries avaient été roulées, elles avaient été emmenées heureusement ailleurs. Mais sinon, il nous reste très peu de choses de l'époque ancienne du château même. Ce que nous avons rapporté d'autres châteaux que nous avons récupérés aussi après la Révolution, nous avons rapporté pas mal de meubles, et donc avec des meubles qui étaient de la famille, mais qui n'étaient pas dans le château au départ, et nous avons refait un décor complètement, toutes les pièces sont meublées avec des choses anciennes qui étaient à nous, mais qui n'étaient pas dans le château. Montréal à cire de Chatelus, c'est notre devise depuis 1255. Au départ, nous habitions Montréal, c'est Saint-Louis qui nous a volé Montréal pour le donner au duc de Bourgogne parce qu'on ne se comportait pas bien d'après lui. Et donc, un jour, on a perdu Montréal et depuis, Montréal à cire de Chatelus, ça veut dire qu'on revendique Montréal et que normalement, un jour, ça devrait nous revenir. Alors, évidemment, on n'aura pas Montréal, mais c'est bien dommage parce qu'on pourrait refaire le château. Il n'y a plus qu'une esplanade et des très belles montées dans le village, comme dans certains villages médiévaux de France. On a des très belles portes d'entrée, à la fois celle du château et celle du bas du village. Au-dessus, les armoiries représentent ma famille, évidemment, avec ces d'azur à la bande d'or, accompagnées de 7 billettes, dont 4 en chef et 3 en pointe. C'est probablement parce que quand on a créé ces armoiries, ce nombre, au début 15e, alors qu'avant on pouvait semer autant de billettes qu'on voulait, au 15e siècle, en 1414, on a décidé de mettre 4 et 3. À l'époque, on avait 4 seigneuries en Bourgogne et 3 en Nivernais. C'est peut-être la raison. Le personnage qui est au-dessus de nos armoiries, c'est indiscutablement le personnage le plus important de la Bourgogne. C'est la reine Brunehaut. Brunehaut était une reine mérovingienne qui avait un territoire qui s'appelait l'Austrasie, qui était plus grand que la France actuelle. Ça allait jusqu'au lac de Constance, en Allemagne. Et un jour, cette reine a été très âgée et se comportait comme à l'époque des Mérovingiens, c'est-à-dire très mal. Un jour, son neveu Clotaire a voulu le royaume, il a accroché sa tante par les cheveux à la queue d'un cheval et elle est morte comme ça dans un champ de ronces près de Dijon, à Renève.
c'était les mœurs de l'époque. En haut, ce sont toutes les armoiries des personnes qui ont eu la responsabilité du château. Chaque fois, c'est l'homme à gauche et la femme à droite. En héraldique, on met toujours l'homme à gauche et la femme à droite, sauf sur les armoiries, sur les chevalières, parce que c'est pour mettre un sceau. Le personnage qui est là a été encadré, quand j'étais enfant, d'un cadre tout doré avec marqué Vauban. Alors, on a longtemps cru que c'était le maréchal de Vauban. Aujourd'hui, c'est très contesté, donc on imagine. Donc, j'ai changé le cadre. On a mis du noir en souvenir de la mort de Louis XVI, hein, comme ça se faisait beaucoup jusqu'à une époque récente. Et le personnage aujourd'hui, on peut imaginer que c'était le maréchal de Broglie, mais c'est pas sûr. Et c'est très dommage si ce n'est pas le maréchal de Vauban, parce qu'il aurait toutes les raisons d'être ici. Il est né chez son arrière-grand-mère Chatelus, à Saint-Léger-de-Foucheray, qui s'appelle maintenant Saint-Léger-Vauban. Ensuite, il est allé s'installer toujours chez cette arrière-grand-mère Chatelus à Bazoches. Et c'est comme ça que la famille de Chatelus a perdu la terre et le château de Bazoches, qui était resté plus de 200 ans dans la famille de Chatelus. Aujourd'hui, c'est les descendants de Vauban qui possèdent Bazoches. Et quand il était jeune, Vauban venait souvent ici. Et un jour, le propriétaire du château l'a emmené dans le village d'à côté pour le présenter au prince de Condé. Dans le village d'à côté, il y a un château qui s'appelle Vésigneux, qui appartient encore aux Bourbons. Et c'est là que Vauban, a rencontré Bazoches, a rencontré le prince de Condé, qui était le cousin du roi et qui avait un régiment. Et c'est comme ça que Vauban est entré dans le régiment de Condé, a rencontré le roi et a fait la carrière que vous connaissez. Passons maintenant, si vous voulez bien, dans la pièce d'à côté, qui est une salle à manger. C'est une pièce qui a été faite à l'époque de Louis XV, fin Louis XV, début Louis XVI. Malheureusement, au XIXe siècle, quand nous sommes revenus d'exil, rien n'existait à ce moment-là. Le décor était totalement détruit et donc nous avons choisi un décorateur très XIXe siècle qui a fait du néo, je sais pas quoi. C'est un peu dans le style de ce qui se faisait dans tous les châteaux au début du XIXe siècle. Et nous avons aujourd'hui une salle à manger où nous prenons tous nos repas toute l'année. Quand nous habitons ici, nous habitons pratiquement toute l'année ici. Et vous voyez l'épaisseur des murs, ça c'est 2,70 m. Donc ce qui prouve que c'était très difficile de prendre le château parce qu'on ne pouvait pas le détruire. Les fenêtres ont été faites au XIXe siècle. Vous imaginez comment il a fallu travailler pour pouvoir faire des fenêtres là, alors que c'était des toutes petites meurtrières, puisque c'était pour la sécurité du château. Donc maintenant, nous sommes contents d'avoir un peu de lumière, mais on est quand même obligé d'allumer le lustre chaque fois qu'on vient ici, sinon on ne voit quand même pas grand-chose. Le décor ici, ce sont des tableaux qui, pour nous, ont de la valeur parce que ce sont deux vues du château. Ça, c'est une vue normale, logique. Ça, c'est une vue, pour moi, complètement historique, puisque la duchesse de Berry, en 1830, est venue ici pleurer avec nous, parce que vous savez qu'après Louis XVIII, il y a eu Charles X. Charles X, on lui a enlevé son royaume, il a été obligé de prendre la fuite, et il a été remplacé par Louis-Philippe, qui était un d'Orléans. Et ce jour-là, Charles X, en 1830, a demandé à son petit-fils de prendre le royaume. Il s'appelait Henri, il était comte de Chambord, et il a refusé de prendre la couronne. Il avait peur de finir comme Louis XVI. Et donc sa mère, la duchesse de Berry, qui était extrêmement légitimiste, mais très pure et dure, extrêmement virulente, a voulu que son fils prenne le royaume. Il n'a pas voulu. Il y a eu un différend et elle est venue pleurer chez nous parce qu'on était les ultras légitimistes. La vaisselle du château, c'est de la faïence de Gien, puisque Gien, c'est la faïencerie pratiquement la plus près d'ici. Il y a des faïenceries à Nevers, mais d'autres un tout petit peu plus près, comme à Clamecy. La faïencerie de Clamecy, c'est la propriété du navigateur Colas, de la famille du navigateur Colas. Mais la grande faïencerie dans la région, c'est Gien. Et Gien a une particularité
tous les ans, ou presque tous les ans, ils changent la marque. Donc on arrive à dater à l'année près tous les objets de Gien. La faïence, en général, a de la valeur quand les décalcomanies sont très finement faites. Là, le trait est assez fin, l'objet a un peu de valeur. Quand la décalcomanie est moins bien faite, ben, l'objet a beaucoup moins de valeur. Là, c'est grossier, c'est plus grossier que là. Donc ça a beaucoup moins de valeur. Parmi les difficultés que nous avons rencontrées, je change complètement de sujet, mais dans les difficultés que nous avons rencontrées, en 887, sont venus nous occuper les Vikings. Les Vikings sont arrivés jusqu'ici. On les a battus, ils ne sont pas allés au-delà, sur la Cure. Mais ils sont venus jusqu'ici et ils ont détruit tous les villages de la région, y compris notre superbe basilique qui était en bas de la colline de Vézelay, à Saint-Père. Quand les Vikings sont partis, il ne restait plus deux pierres l'une sur l'autre. C'est pour ça que 60 ans après, nous avons commencé la construction de la basilique de Vézelay, qui aujourd'hui fait l'admiration du monde entier. Une autre chose, nous avons ici quelques bouteilles de vin des Hospices de Beaune, parce que c'est local, donc j'achète aux Hospices de Beaune. Et quand on achète aux Hospices de Beaune, il faut acheter 330 bouteilles, puisque un tonneau, c'est 228 litres, donc 330 bouteilles. Et j'ai pu acquérir une année, il y a marqué acquéreur Château de Chatelus, parce que j'ai pu acquérir une année du vin pour le mariage de ma fille, un éventuel mariage de ma fille, mais comme elle ne se marie pas, le soir, je bois. Alors là, c'est les armoiries encore de la famille, bien sûr, avec le manteau de pair de France. Henri IV nous avait donné la couronne ducale pour service rendu. Et autour des armoiries, il y a le manteau de pair de France, parce qu'entre 1815 et 1830, ma famille, je vous ai dit qu'elle était très liée à Louis XVIII et Charles X, c'était de 1815 à 1830. Et à ce moment-là, nous avions la responsabilité du budget de la France, et donc nous avons refait le château. Alors voilà pour cette pièce. Maintenant, je vais vous emmener voir la maquette du château. Comme ça, je vous expliquerai ce qu'il y a exactement dans les différentes ailes du château. Alors dans cette partie, malheureusement, nous avons eu un incendie épouvantable en 1975 qui a été pour nous comme Windsor pour les Anglais, ou Lunéville, ou le Parlement de Bretagne pour les Bretons. Nous avons eu un incendie qui a ravagé toute cette partie du château, c'est-à-dire presque les 2 tiers du château, sur 2 étages. Et le rez-de-chaussée est partiellement en mauvais état parce que les pompiers ont tellement arrosé que nous avons encore des coulures partout et des plafonds qui méritent d'être revus complètement. Alors nous allons vous montrer, je vais vous montrer tout de suite les photos de l'incendie, et après je vous parlerai de l'ensemble du château. Alors ça c'est la partie qui a brûlé. Donc vous voyez comment c'était après 1975, après l'incendie, alors que ça c'était juste avant. Nous n'avons pas remis un toit ici, nous avons mis une dalle de béton qui fait 40 tonnes, qui permet à cette tour d'être hors d'eau. Là, nous avons été très aidés par des Américains, parce que ma famille est assez proche, et même très proche de l'histoire de l'indépendance américaine. Et donc les Américains fortunés de Californie, de San Francisco, nous ont aidés à remettre un toit ici. C'est à l'intérieur qu'il faut que nous travaillions actuellement. Alors le château est articulé situé au-dessus d'un rocher granitique, comme je vous disais tout à l'heure. La partie la plus ancienne, c'est la tour de justice qui est là. Le donjon qui était là, et là il y avait une tour. Donc c'était ça. Et puis en 1240, sous Saint-Louis, on a créé cette partie-là. Et à l'époque de en pleine guerre de 100 ans, nous avons créé cette partie-là en allant chercher une petite tourelle qui était là, qui surplombait la cure. Il n'y avait pas
Jusqu'à l'époque d'Henri IV de terrasse, on ne tournait pas autour du château, bien sûr, parce qu'il y avait des ravins qui nous protégeaient. Il faut savoir que le château tombait à 7 mètres plus bas, directement sur le rocher qui fait 40 mètres de haut. Et donc nous avions une protection très, très forte et le château n'a jamais été envahi ni attaqué. Sauf une toute petite fois pendant une demi-journée, mais on est rentré très vite quand on a su, alors qu'on était dans le village d'à côté, on l'a su et on a dégagé tout le monde. Je crois qu'on a tué pas mal de monde, mais on a pu reprendre possession très vite et il n'y a jamais eu d'autres, sauf à la Révolution française où bien sûr nous étions partis à la demande de Louis XVI et nous avons évidemment perdu beaucoup de choses à la Révolution dont je vous parlerai encore tout à l'heure. Là, nous avons les écuries du château qui malheureusement ont été faites sous Louis XV. Avant, nous avions des très belles petites écuries là, mais comme c'était pas assez important et que mon ancêtre sous Louis XV avait beaucoup d'argent, il a voulu tout refaire, tout revoir. Heureusement, il n'a pas eu le temps parce qu'il est mort un petit peu prématurément et puis son neveu avait plus de choses à faire à Versailles, il n'avait pas le temps de s'en occuper, donc il a arrêté les travaux, heureusement, parce qu'on a des plans épouvantables. Si ça avait été fait, le château n'existerait plus comme ça, il serait un peu comme Versailles, un peu dans le style de Versailles, ce serait pour la région quelque chose d'épouvantable. Même si Versailles est formidable, mais pour la région, ce serait complètement une verrue dans la région. Là, on peut loger 16 chevaux et donc ce sont des stalles, nous n'avons pas de box. Donc les box étaient réservées aux familles princières et à quelques rares hauts dignitaires de l'époque de Louis XIV, Louis XV. Nous avons des calèches encore et quelques petites, une chaise à porteur et plusieurs choses qui sont stockées là et qui sont montrées au public l'été. Là, il y avait des écuries anciennes, il y avait des arbres quand j'étais jeune et on a fini par les couper, mais c'était trop tard. Les racines ont cassé la couche d'étanchéité qui est en dessous et il pleuvait comme à l'intérieur comme à l'extérieur les jours de pluie. Donc il faut qu'on refasse toute cette terrasse. Et on est en cours de travail pour ça. Là, donc c'est les Américains où on refait cette partie-là. Cette partie-là n'a pas souffert de l'incendie. Ces 4 tours ont été revues au niveau de la toiture. Donc aujourd'hui, nous pouvons travailler dans les 64 pièces du château. Donc nous sommes en train de les refaire. Nous faisons grosso modo l'équivalent de 2 pièces par an. Donc a priori, dans 32 ans, on aura un château complètement revu et corrigé. Tous les centimètres carrés auront été revus a priori dans 32 ans. Maintenant, je vais vous emmener dans le fumoir. Cette pièce est un lieu de passage, mais jusqu'à l'époque où on a mis une salle à manger, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de salle à manger au château. On avait ici la cuisine et on dressait les tables dans tous les salons qui sont en enfilade par là. La cuisine était donc ici à la Renaissance et on a encore les clés de voûte, la clé de voûte avec les armoiries en pied. Et là se trouvait une grande cheminée avec le conduit au-dessus et c'est là qu'on faisait toute la cuisine. C'était pas une grande pièce, mais ça devait suffire pour ce que les gens voulaient au château. Dans la pièce à côté, alors nous avons la bibliothèque. La bibliothèque, c'est la pièce la plus récente du château. En 1910, mon grand-père Olivier de Châtelus a voulu une pièce pour stocker les 7500 ouvrages qui étaient dans tout le château. Bizarrement, avant, il n'y avait pas de bibliothèque attitrée. Mon arrière-grand-père, pourtant, était archiviste paléographe. Il avait travaillé longtemps, pas mal de temps aux archives de Paris. Et quand ça a brûlé, quand les archives de Paris ont été brûlées sous la Commune, en 1871, le 24 mai,
il a été très meurtri et il est rentré ici, il n'a plus bougé et c'est grâce à lui que toutes les archives du château et des châteaux d'à côté ont pu être sauvées de l'oubli puisqu'il a pu les traduire parce qu'un paléographe, ça c'est lire les écritures anciennes et on sait maintenant exactement tout de chaque châtelu, de chaque Montréal, puisque au départ, maintenant je devrais m'appeler Montréal, puisque c'est mon nom d'origine. Tous les Montréal sont au nombre aujourd'hui de 294. Grâce à lui, on connaît toute l'histoire de chacun de ces 294 personnes. Et le plafond a été créé par mon arrière-grand-père qui a voulu se faire un dessin un peu comme les Vauguet. Il avait des cousins germains qui étaient des demi-frères ou des cousins germains qui étaient des Vauguet et qui ont des châteaux partout dans la région. Et on a copié un plafond de chez eux et on a mis bien sûr les armoiries. Il a mis ses armoiries avec celles de son épouse qui était une mademoiselle de Virieu qui est possessionnée aussi dans la région. Alors, bien sûr, ce sont des livres d'histoire, puisque dans ma famille, on a toujours été passionné d'histoire, de généalogie aussi. Et moi, j'ai simplement marqué mon époque en mettant mes Tintins. Sinon, ce sont des livres plus intéressants et plus utiles à la compréhension de l'histoire de la France. Alors ensuite, nous entrons dans la pièce qui s'appelle le Salon des Portraits. Tous les personnages dans cette pièce sont nés dans la famille de Châtelus, sauf elle. Elle, c'était une mademoiselle Judith Barillon qui avait épousé un Châtelus. Il vivait dans le château de Versailles avec le roi Louis XIV. Et ils ont voulu, elle et son mari, ont voulu une pièce comme à Versailles, et donc ils ont créé une pièce un peu somptueuse qui malheureusement a énormément souffert de l'eau des pompiers, à tel point qu'on n'a pas pu, pendant l'incendie, on a été obligé de décrocher les toiles qui sont, paraît-il, de l'atelier de Lebrun. Et il y en a une qui a tellement souffert qu'on n'a pas pu la sauver, celle du milieu. Les autres sont en cours de restauration. Et quand ça va revenir, je ferai restaurer cette pièce et, pour lui donner tout son lustre de l'époque. Et ça va être un peu choquant parce que ça va être très violent comme couleur, mais je crois qu'on va tous bien aimer cette chose-là, ce décor qui n'a rien à voir avec les autres décors du château. Alors ça, c'est 1663. Alors que la pièce après où nous irons, c'est 1620. C'est les deux seules pièces du même siècle, alors que toutes les autres pièces sont de siècles différents. Mes ancêtres, en haut, ce sont tous les possesseurs du château, les uns après les autres, depuis le XIIIe siècle. Chaque fois, celui de gauche est le père de celui de droite. Et puis, le personnage qui a ma faveur, c'est un personnage qui est extrêmement attachant. C'était un progressiste, on dirait aujourd'hui un peu un socialiste, qui était de l'Académie française, qui était né place Vendôme chez son grand-père d'Aguesseau et chez sa grand-mère d'Ormesson. Et il était de l'Académie française parce que Voltaire aimait beaucoup ses écrits, mais c'était un cadet de famille. Et un cadet de famille n'avait pas les facilités qu'avaient l'aîné, il n'avait pas l'argent. Donc il était obligé de choisir entre la religion, il n'avait pas le droit de travailler, un noble ne travaillait pas, il était au service du roi, donc il était soit dans l'armée, soit dans la religion. Lui, il a choisi l'armée, il a fait la guerre de 7 ans en Allemagne, et un jour, il était à Paris, et il dînait avec sa famille, et à sa table, il y avait sa nièce qui s'appelait Adrienne de Noailles, qui venait d'épouser le célèbre Lafayette. Donc Lafayette, c'était le neveu de ce gars-là. Lafayette, un jour lui a dit, pendant ce dîner, lui a dit qu'il arrivait des États-Unis et qu'il fallait absolument aider les Américains parce que c'était une cause importante pour l'avenir du monde.
Et lui, il a trouvé que l'idée était intéressante, alors il est allé voir le roi, et avec d'autres, pas tout seul bien sûr, mais c'était un ami de Benjamin Franklin. Et donc le roi a fini par envoyer un corps expéditionnaire sous le commandement du général de Rochambeau, qui est devenu maréchal plus tard. Lui, c'était le numéro 2 avec 3 autres, ils étaient tous les 4, avec 3 autres, il était tous les 4 seconds. Et Washington l'a beaucoup aimé parce qu'il était de l'Académie française, qu'il avait été le premier Français à se faire vacciner contre la variole. Il avait trouvé que c'était une idée intéressante, il a voulu faire comme les Anglais, et ça a marché. Alors Buffon a fait vacciner toute la France, et il a été connu à cette époque, en partie aussi à cause de ça. Washington s'est intéressé à ce gars-là quand il est arrivé à Newport, dans le Rhode Island, au nord de New York. Washington lui a demandé d'aider les Américains à ce corps expéditionnaire, et lui, il avait des informations comme quoi la marine française était en train de remonter des Antilles pour aider les armées françaises et américaines. Et il a dit à Washington, moi je ne vous conseille pas, vous souhaitez que l'estocade donnée aux Anglais soit à New York, on va perdre beaucoup de monde, ça va être sanglant. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller plus au sud? Vous avez une propriété en Virginie et à côté il y a la ville de Yorktown. Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on aille là-bas pour bloquer les Anglais? Il y a un groupe d'Anglais qui est là, et si on se positionne autour et que les Français bloquent l'arrivée de la marine anglaise, qui ainsi ne pourra pas venir chercher ses ressortissants, et ben nous, on obligera le Lord Cornwallis à se rendre. Et ainsi, ça s'est fait en octobre 1781, et grâce à lui, il n'y a pas eu de bain de sang. L'Angleterre a été obligée de se rendre, et depuis, il y a l'ambiance que vous connaissez entre la France et l'Amérique, en partie grâce à lui. Et donc les Américains nous aiment bien, et en ce moment, il y a des historiens américains qui se penchent sur Châtelus pour voir s'il ne doit pas être mieux connu qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, on va passer dans une pièce encore un peu différente, puisqu'on arrive au début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans cette pièce, nous avons un décor de 1620 qui a été créé par Hercule de Châtelus. Mon ancêtre Hercule de Châtelus avait épousé une mademoiselle, une Charlotte, et donc Hercule et Charlotte ont marqué leurs initiales dans tous les carrés de ce décor, avec des palmes. Alors je ne sais pas quelle est la signification, la symbolique de ces palmes, mais en tout cas c'est un décor assez original, qui est assez joli et qui reprend un décor qui n'existe plus puisque les Tuileries ont été brûlées, brûlées en 1870, je crois à peu près. Et donc, nous n'avons plus le décor de la chambre de la Dauphine qui avait ce décor-là. Le tableau qui est là, c'est Madame Victoire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a souffert énormément de son voyage mais elle était déjà âgée. Elle avait vécu toute sa vie dans l'entourage de Louis XV, et son neveu Louis XVI souffrait un peu parce qu'elle et sa sœur Adélaïde n'aimaient pas beaucoup Louis XVI et Marie-Antoinette. Ils s'en moquaient un peu et ça ne plaisait pas à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Et donc un jour, le roi a demandé à nous et à Madame Victoire et à Madame Adélaïde de prendre le large. Et c'est comme ça qu'on est parti en Italie. Et ce tableau est un tableau de Labille Guillard. Madame Labille Guillard était une très grande artiste, aussi importante, même peut-être plus importante, mais oubliée aujourd'hui, plus importante que Madame Vigée-Lebrun, qui aujourd'hui est très connue. La signature est par là, la signature de Madame Labille Guillard, et l'année prochaine, peut-être que ce tableau va partir à Versailles pour une exposition. Mon grand-père qui est là, lui, c'est le duc de Duras. C'est un titre que nous avons eu au XIXe siècle. Mon grand-père était un grand
spécialiste des forêts. Il a complètement réaménagé toutes les forêts que nous avons et qui appartiennent encore au château. Et qui, lui, il a hérité d'un château en mauvais état parce que sa grand-mère avait dilapidé pas mal le château, encore une fois. Vous savez que dans les familles, il y a ceux qui créent la fortune et ceux qui la démolissent. Lui, il a sauvé les meubles. Sa grand-mère était en train de tout vendre pour mener grande vie parce que sa sœur, à elle, avait épousé le marquis de Lursalus qui avait Château Yquem, donc le meilleur vin du Bordelais, enfin considéré comme un des meilleurs vins, en tout cas le meilleur blanc du Bordelais, c'est un Sauterne. Et donc avec cet argent-là, elle dépensait beaucoup d'argent, elle menait grande vie à Paris, et sa sœur, la grand-mère de celui-là, voulait faire la même chose, et elle vendait tous les bois de la forêt. Elle est morte l'année où elle commençait à vendre les meubles du château. Heureusement, il était là, il a sauvé ce qu'il a pu, et aujourd'hui, nous vivons, le château plutôt, s'en sort grâce aux ventes de bois. Alors maintenant, on va passer à l'extérieur. Mais avant, je voudrais vous parler du travail important que je réalise depuis 10 ans, c'est-à-dire que je fais refaire tous les meubles du château. Aujourd'hui, l'engouement n'est plus celui qu'il y avait avant dans les époques antérieures. Les meubles anciens ne valent pratiquement plus rien. Je mise sur le fait, d'abord, que ce sont des meubles de famille, donc il ne faut surtout pas les jeter ni les laisser pourrir. Je les fais restaurer et je suis convaincu que dans les décennies suivantes, il y aura beaucoup moins de meubles parce qu'ils auront pourri sur le marché français et que ces meubles-là vaudront de l'argent. Mais pour l'instant, je suis en train de faire refaire tous les meubles du château et après, toutes les peintures du château seront rénovées également. Bien sûr, je fais en même temps des travaux sur les maisons de rapport, sur les murs des terrasses et sur les toitures. Mais il faut aussi en laisser un peu pour les générations suivantes. Je vous ai dit tout à l'heure que le château, que cette partie, ces 2 ailes avaient été faites en 1414. Il n'y avait pas encore le cloître qui est là, ou le préau, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Ce préau est de 1612 et les peintures au mur sont de 1612. Je crois qu'elles n'ont jamais été retouchées depuis lors et elles sont un peu en mauvais état, mais enfin on arrive à voir une très vieille vue du château de Châtelus, là, avec une lampe spéciale. On arrive à voir très bien ou presque très bien toutes les parties de ce château. Et il y avait des châteaux dans chacune de ces parties du cloître. Est-ce que c'était les châteaux de ma famille? Je le pense. On avait beaucoup de châteaux à l'époque et on héritait à chaque génération de plusieurs châteaux puisque on épousait toujours des gens importants de province qui tous avaient des châteaux. Maintenant, on va passer dans la partie supérieure, dans un étage, où on va voir un couloir avec des beaux murs, des belles sibylles, et puis la chapelle à l'intérieur du château, qui n'a rien à voir avec l'église qui est dans le parc et qui sert à la population locale. Là, c'est une chapelle privée qui est dédiée à Saint-Antoine et qui est du début XVe siècle, comme le couloir que nous allons emprunter à tout de suite. Alors là, je vous présente des panneaux qui représentent des sibylles. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce sont des allégories. Alors je ne connais pas toute la symbolique de ces panneaux, mais c'était probablement l'ancien décor du rez-de-chaussée du château. Je vous ai montré tout à l'heure au plafond des décors anciens, ça fait partie du décor ancien du château qu'il a fallu mettre quelque part. Donc on n'a rien trouvé de mieux que de les mettre là, à l'époque de mon arrière-grand-père, probablement fin 19e siècle, je pense. Ou peut-être même avant, ou peut-être au début du 19e. En tout cas, c'est au 19e qu'on a fait ça. Maintenant, nous allons voir la chapelle. Alors ça, c'est une chapelle qui n'est pas ouverte au public,
que je vais vous montrer et que je n'ouvre pratiquement jamais, qui nous permet de nous recueillir avec ma famille ici assez souvent. Le plafond est très 19e siècle, c'est tous les plafonds bourguignons dans les églises sont comme ça, avec ce bleu comme ça et ces étoiles dorées. Ça c'est très 19e siècle, mais les panneaux sont du début 17e siècle, du 1620. C'est bien sûr des références aux apôtres. Et les vitraux, qui sont de 1414, ont été restaurés admirablement sous le contrôle de Madame Gatouillat, qui est au Louvre, qui est chargée des vitraux anciens français. Je suis très fier d'avoir restauré ça, mais il a été longtemps... on a beaucoup discuté pour savoir si on gardait le 19e siècle ou pas le 19e siècle. Vous refaire du 21e siècle pour imiter l'ancien. Finalement, on a choisi de garder le 19e siècle. Alors, il y a des puristes dans un sens et des puristes dans l'autre sens. Je ne sais pas si on a bien fait. En tout cas, moi, je ne suis pas mécontent de ce qui a été fait. Nous allons passer maintenant dans une partie très triste du château, puisque nous allons passer dans la partie sinistrée due à l'incendie de 1975, qui a commencé dans une cheminée. Des oiseaux avaient fait un nid, bien qu'il y ait eu un ramonage préalable. Le nid a obstrué la cheminée et l'incendie a ravagé le château. On avait commencé à faire du feu à 9 h du matin et à midi on s'en est aperçu et on n'a pas pu faire aussi bien qu'on aurait pu si on avait su que le feu démarrait à 9 h du matin. Alors là c'est désastreux. Vous voyez que c'est impressionnant comme ce décor épouvantable, mais c'est impressionnant, mais c'est pas aussi grave qu'on pourrait l'imaginer. On arrive à nettoyer, on arrivera facilement à nettoyer. Ce qui est le plus dur dans un château, c'est de restaurer des murs, des toitures et des choses comme ça. Mais quand on arrive au décor, c'est pas si difficile. On a les techniques. Il y a encore beaucoup de techniciens qui savent refaire les peintures anciennes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait dans les grands monuments comme à Versailles ou à Ancille-Franc pour la région. On arrive à nettoyer et à remettre exactement comme c'était. Si on a la base, si on sait comment c'était, on arrive à refaire exactement à l'identique. Donc je ne suis pas inquiet, mais ça fait quand même très triste. Et je vais vous montrer maintenant le pire, là où le cœur de l'incendie, c'était ici. Alors quand on regarde les plafonds, on s'aperçoit que ça a été un véritable drame, une fournaise. Et ça, ce décor-là sera refait très vraisemblablement. Il sera en état au printemps prochain. On enlève tout ce qui est au sol dans 8 jours et on commence les plafonds, le décor, les murs seront probablement finis donc au printemps 2024. La pièce à côté est dans le même état. J'ai eu pendant des années envie de pleurer en voyant ça. Et finalement, je me dis, en ayant travaillé maintenant pendant 25 ans dans le château, je me rends compte que c'est pas ce qui est le plus dur. Ce qui est le plus dur est maintenant derrière nous. On a restauré pas mal de toitures, pas mal de murs. Et maintenant, les décors intérieurs, non seulement c'est moins dur à faire, c'est moins long à faire et c'est moins pénible financièrement, mais c'est beaucoup plus sympa de montrer que ça revit. Alors que quand on n'a pas encore refait les intérieurs, même si on a fait des murs, les gens n'ont pas l'impression qu'on fait grand-chose. Et c'est un peu difficile. Par exemple, dans le parc, j'ai plusieurs étangs. On a été obligé de les vider, refaire les murs de ces étangs. On a remis l'eau. Ça m'a coûté une fortune. C'est très impressionnant quand on... Et puis une fois qu'on a mis l'eau, ben on voit rien et les gens ont l'impression qu'on n'a rien fait du tout.
Et ça c'est pas valorisant du tout et c'est très désagréable. Très agréable pour notre ego, pour l'ego perso, c'est très désagréable. Alors ici s'achève la visite, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous donnera envie de venir visiter la région et bien sûr le château. Vous avez compris que c'est un château qui me hante, qui me poursuit toute la journée et que je serai très content de vous faire connaître pendant l'été.